Et nous sommes en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous et à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, on va attendre quelques instants que tout le monde arrive. Je suis en compagnie de Marc et Églantine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Hello. On se retrouve donc pendant une heure sur ce nouveau webinaire sur développer son esprit critique à l'ère de l'IA. Et avec l'IA, vous allez voir, on a pas mal de surprises pour vous lors de ce webinaire. Voilà, on attend encore quelques instants et on va démarrer tranquillement. On est aussi en live sur LinkedIn. Si vous avez du mal à vous connecter via le lien Livestorm, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous connecter depuis LinkedIn. Voilà, vous avez aussi accès à un chat sur lequel vous pouvez échanger, vous pouvez mettre des réactions, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Comme d'habitude, on prendra le temps d'y répondre soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. Donc en tout cas, n'hésitez pas, voilà, je vois des pouces, n'hésitez pas à nous montrer effectivement que vous êtes là, que vous nous suivez bien et si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va démarrer tranquillement et je vais avoir le plaisir de laisser Églantine te présenter. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Églantine et je suis facilitatrice en IA générative, vraiment avec un angle sur l'éthique, les biais et comment on peut l'utiliser pour en faire un outil qui sert à tout le monde. Super, merci Églantine, merci d'être avec nous. Et Marc, je te laisse te présenter également. Merci Simon, bonjour à tous. Marc Cagnot, je suis formateur pour adultes spécialisé dans les développements des outils de la pensée critique. Super. Voilà, donc en tout cas, on est ravis d'avoir cette tablée pour cette heure ensemble. Moi, je suis directeur pédagogique chez MyConnecting sur des sujets de soft skills notamment, donc forcément l'esprit critique est en plein dedans. Et voilà, je conçois un certain nombre de formations. Vous l'avez compris aujourd'hui, donc notre thème développer son esprit critique à l'ère de l'IA. L'idée, c'est que c'est vraiment un thème qui aujourd'hui est hyper important. Ça fait plus d'un an, plus de 2 ans que vous êtes maintenant les mains dans le cambouis avec l'IA. Alors, bien sûr, tous à son niveau et certains le découvrent encore. Mais nous, avec ce webinaire, on voulait vraiment aller plus loin et se dire qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que l'IA provoque en fait dans le monde et en quoi il y a un impact direct sur notre esprit critique. Et en fait, comment s'en prémunir, comment être alerte à cela et comment aussi utiliser l'IA au service de cet esprit critique. C'est ce qu'on va vous proposer ensemble aujourd'hui. Rapidement avant, je présente MyConnecting dans ses grandes lignes. Vous nous connaissez peut-être. On est une entreprise à mission. Ça fait plus de 18 ans qu'on existe, que notre mission reste la même, qui est changer la vie des gens et de leur organisation par la compétence. Voilà, on a formé plus de 15 000 apprenants en 2023 et on est toujours très fiers de continuer à faire de très belles formations et de très beaux projets avec nos clients. On forme sur l'IA, bien entendu, mais on forme aussi sur des thématiques comme la bureautique, le digital, les langues, les soft skills, le management et le leadership, et aussi la performance commerciale, donc tout ce qui va être la vente, la négociation. On peut vraiment accompagner vos équipes commerciales et la RSE, la QVCT. Si on a des responsables RSE qui sont parmi nous, voilà, on peut vous accompagner sur tout ce qui est directive CSRD et toutes les joies qu'on vit en ce moment dans le beau monde de la RSE. MyConnecting, donc ça fait 18 ans, je vous le dis, et en fait depuis maintenant un petit peu plus d'un an, on a créé MyConnecting IA, qui est une entité spécialisée sur les formations de l'IA, et pour ça on s'est associé avec Nicolas Guyon, qui est un peu on va dire une grande voix dans le domaine de l'IA. Vous pouvez le retrouver sur Comptoir IA, qui est le premier podcast francophone sur l'IA générative. Et aussi, vous avez une fois par mois un meet-up qui est organisé à Paris. Et c'est le plus gros meet-up sur l'IA générative organisé en France. Donc, on a environ 200 participants par édition. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Vous pouvez tout simplement venir et vous inscrire avec plaisir. Si vous voulez plus d'informations sur MyConnecting, vous avez un lien qui va s'afficher, un lien pour prendre rendez-vous, voilà, qui devrait s'afficher et vous pouvez cliquer tout simplement si vous souhaitez en savoir plus. Et donc, je vous le disais, le programme aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Est-ce qu'il a un esprit critique ou non? Vous êtes peut-être arrivé avec
une idée, on va dire, en tout cas une réponse, et on va voir si c'est la bonne. On va vous parler des piliers de l'esprit critique, forcément, qui est le fondement de notre webinaire. On va échanger sur distinguer le vrai du faux avec l'IA, on en parlait, donc c'est dans ce monde où on va voir, il y a beaucoup de fake news, etc., comment on peut distinguer tout ça, et comment on peut surtout mettre ChatGPT et plus généralement l'IA générative au service de notre esprit critique. Et on finira par des questions-réponses. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez poser vos questions soit en commentaire LinkedIn, soit directement dans le chat, et en fait, on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire, ou on rebondira tout de suite si c'est pertinent à ce moment-là. C'est bon pour tout le monde? Bon, mais bien super. Je vous propose on vous propose d'ailleurs une petite expérience pour démarrer. Et on va vous laisser répondre dans le chat. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous laisse décrire le maximum de choses. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Je vois qu'il y a des questions. Pouvez-vous remettre le lien pour en savoir plus sur le comptoir IA et le Meetup? On vous mettra effectivement les liens dans la conversation. Donc, on a plusieurs réponses. Un lac, un mur devant une montagne, un paysage. Voilà, montagne, lac. Des arbustes. Lac, végétation. Un montage mal abouti. Non, zéro montage dans cette photo. On fait travailler un peu votre esprit critique. Super, bon, on a pas mal de réponses. Alors, la bonne réponse, on ne sait pas encore ce que c'est que la bonne réponse. Pour ça, en fait, on a demandé, nous, tout simplement, à ChatGPT, alors on ne vous fait pas en live, puisqu'on voulait un peu gagner du temps, et donc on a posé la question à ChatGPT, que vois-tu sur cette image? Et donc, sa réponse, elle est simple. On voit un paysage naturel composé de montagnes vertes couvertes de végétation, probablement des collines. Le ciel est bleu avec quelques nuages. Au premier plan, il y a un mur bas de couleur claire. Donc, ChatGPT dit que c'est un mur bas et pas un lac. Et devant ce mur, on aperçoit des plantes, des fleurs, etc. Donc voilà. Donc on a pu voir que vous aviez des réponses un peu différentes. Hein. Certains parlaient plutôt du lac, certains plutôt du muret. Est-ce que on va vous proposer un sondage sur, selon vous, est-ce que ChatGPT a raison? Est-ce que ChatGPT a tort? Est-ce qu'on est plutôt sur... donc, on va vous lancer le sondage. Voilà, vous avez normalement un sondage qui s'affiche. Est-ce que pour vous, c'est un muret? Est-ce que c'est un lac qu'on peut voir? Moi, j'ai voté. Eh bien... On voit que ça bataille. Hein. On a 62% qui disent que ChatGPT a raison, 37% sur ChatGPT a tort. Églantine, est-ce que je te laisse nous donner la bonne réponse? Eh bien, mesdames et messieurs, la bonne réponse, c'est que c'est un muret. Donc, ChatGPT avait raison. Mais vous avez tout à fait raison de dire que parfois, ChatGPT peut avoir tort et peut inventer des choses, peut imaginer d'autres choses et pourtant, parfois, peut voir des choses que nous ne voyons pas. Et donc, c'est assez compliqué quand on l'utilise de se dire quelle est la bonne manière de l'utiliser pour obtenir les meilleurs résultats et aussi de voir un petit peu comment l'IA générative est utilisée aujourd'hui et comment ça va impacter un peu notre esprit critique et notre capacité à faire la différence entre le vrai et le faux dans toutes ces informations qui circulent. Avant ça, je voulais faire un petit retour sur les définitions. Et en fait, on va parler aujourd'hui d'IA parce que c'est plus court que de dire IA générative. Mais quand on parle d'IA dans ce webinaire, on va parler de toutes les intelligences artificielles qui permettent de créer du nouveau contenu. Et en fait, on peut créer énormément de choses. Beaucoup de gens connaissent ChatGPT. Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs par mois. En moins de 5 jours, il y a eu 1 million d'utilisateurs. Donc, c'est très, très rapide comme adoption. Et de fait, parce qu'on y voit beaucoup d'utilité. Mais ce n'est pas la seule. On a aussi des IA qui peuvent créer des présentations, des documents Word, des IA qui peuvent créer des chansons, qui peuvent créer des vidéos, des images. Et en fait, tout ça va venir bouleverser un peu toutes nos sources d'informations
et on va voir un peu comment. Là-dessus, il y a eu plusieurs études qui ont été faites par Deloitte, par McKinsey, où on projette que l'IA va influer sur absolument tous les aspects de notre vie. Donc, eux, ils estiment que 95% des relations clients vont être faites avec de l'IA générative. C'est-à-dire que dans pas trop longtemps, vous aurez des appels d'une IA qui vous parlera en direct. Bonjour, madame, monsieur, aujourd'hui, on veut vous proposer nos services, etc. Donc, on pourra être en lien direct avec des IA. Ou que, par exemple, 60% du recrutement aux États-Unis sera fait avec des IA. Et que globalement, on estime que 40% des métiers vont être affectés par l'arrivée de l'IA générative. Et encore plus flagrant qu'un peu tous ces chiffres, eh bien, notre contenu Internet va être à 90% d'ici 2027 produit à l'aide d'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est très important de prendre la mesure de ce que ça veut dire parce que ces IA ont été entraînés sur des bases de données et portent des biais, portent une vision du monde, peuvent faire des erreurs. Et lorsque l'on l'utilise, il faut vraiment qu'on soit au courant de tous ces aspects, des biais comme des erreurs que ça peut colporter, parce qu'il faut toujours faire travailler notre esprit critique. Donc Marc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est que l'esprit critique? Oui. En fait, on peut passer par une définition assez classique de Robert Anis, qui date de 85, qui nous dit qu'une pensée, l'esprit critique, c'est une pensée raisonnable et réflexive, orientée vers une décision quant à ce qu'il faut faire ou croire. Alors, elle semble super simple comme ça, mais en vrai, si on la détaille un petit peu, elle est un peu plus complexe que ce qu'elle y paraît. Et comme de fait, cette introduction à la pensée critique, elle est mieux traduite par les travaux de l'Éducation nationale, par exemple, avec ce petit visuel qui permet d'un peu mieux expliciter la complexité qui représente l'esprit critique. On voit ici en fait des attitudes et des compétences. Et c'est bien la mise en branle de tous ces éléments qui permettent de développer, enfin en tout cas de faire preuve d'esprit critique. Je ne vais pas la détailler, mais vous voyez bien que c'est un peu plus complexe que ça n'y paraît. Toujours est-il qu'on a quand même des réponses, hein, qu'on soit bien d'accord. Super, merci Marc et merci Églantine. Ce qu'on voulait effectivement comprendre, c'était dans ce webinaire, c'était comment l'utilisation de l'IA va perturber notre esprit critique. Et pour ça, on va vous proposer une deuxième expérience. Est-ce que vous savez faire la différence entre une image générée par une IA ou une image générée, tout simplement une photo prise d'une manière plus traditionnelle. On va vous publier encore une fois le sondage. Selon vous, est-ce que c'est l'image A ou l'image B qui a été générée par une IA? On vous laisse quelques instants et on vous laisse commenter aussi si vous le souhaitez. J'ai beau connaître la réponse, en fait, je suis toujours aussi indécis. Alors, on a vraiment vu l'émergence sur les dimensions IA générative pour image. Ça a vraiment explosé ces dernières années, enfin cette dernière année, parce que si on regarde encore depuis il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était vraiment très différent sur ce qui était proposé. Et là, c'est vrai que ça devient de plus en plus incroyable. Alors, on est à combien? On est à 53% qui disent l'image B et 47% qui disent l'image A. Donc, c'est assez 50-50. Je ne sais pas si c'est ce que tu observes souvent en formation, Églantine. Très très souvent. Donc en général en formation, je montre une série de 15 photos et je demande aux personnes de distinguer laquelle a été générée par une IA et laquelle a été prise. Et c'est très très compliqué. Et jusqu'alors, je n'ai encore jamais rencontré une personne qui avait fait un 100% sur les 15 photos. Peut-être qu'au fur et à mesure, on va apprendre à distinguer. Mais c'est vrai qu'avec les avancées des technologies, on a des images qui sont de plus en plus crédibles. Et on voit la même chose sur le texte, par exemple. On peut montrer un article 100% rédigé par ChatGPT et un article rédigé par un humain, et les gens ne sont pas capables, pour l'instant, de faire la distinction. Oui. Donc, ce qu'on dit, effectivement, ce que tu dis là, c'est qu'il est de plus en plus difficile de savoir ce qui a été généré par une IA et ce qui est réel. Et pour ça, on va vous aussi partager une vidéo aussi qui vous fera très certainement sourire. J'arrive pas à nager. Comment ça, Léon Marchand, sait pas nager? Ouais. Là, on peut se demander comment est-ce que tu as fait. En fait, j'ai attaché des hélices à bateau du bas de la cheville
jusqu'aux épaules. Mais ouais, ça par exemple, ouais. Il y a un certain flow, il faut le reconnaître. Ouais, c'était cool. Parce que moi, si je mets ça, je ressemble à Inspecteur Gadget. Ouais. Et j'avais fait des mauvais réglages et du coup, ça tournait super vite. Et ça a fait une vibration incroyable sous l'eau. Et moi, sans rien faire, j'étais plus rapide que les autres parce qu'en plus de ça, j'étais tiré par une corde. Et sans ça, j'aurais coulé, quoi. Et il faut apprendre à nager, t'en as conscience de ça? Ouais, c'est clair. Après ça, moi, je m'en bats les couilles. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'était surtout pour vous faire sourire, en tout cas Léon Marchand et ses 4 médailles d'or. Voilà, on sait maintenant d'où elles viennent. Et Alors, je vous repartage la slide. Oui, pardon. Églantine, tu voulais commenter? oui, c'est que en fait, on va souvent dire oui, pour l'instant, la technologie, en fait, on arrive vraiment à distinguer. Beaucoup de personnes pensent qu'elles savent distinguer le vrai du faux avec les images et avec les vidéos, mais comme vous pouvez le voir là-dessus, maintenant on a du lip sync, on peut changer les images et les vidéos très simplement. Et typiquement, ça s'appelle faire un deepfake. C'est lorsque on peut enregistrer 2 minutes de votre voix, cloner votre voix et après avoir 2 minutes de vidéo et remonter une vidéo entièrement fausse en vous faisant dire des choses. Donc là, on voit encore quelques petites erreurs avec la synchronisation, mais au fur et à mesure que l'IA va se développer et va devenir de mieux en mieux, en fait, ça va devenir très, très compliqué de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, où en sont les Français sur cette question? Je crois que tu avais des chiffres là-dessus, Simon. Ouais, J'ai alors, juste une avant, remarque, là, ouais. je me rends compte Ouais. que je n'ai pas donné la On est réponse. d'accord, ouais. Ça a frustré beaucoup de monde dans le chat. Ah, mais tu m'étonnes. La bonne réponse, si je me trompe pas, et Églantine, tu sauras mettre des horloges là-dessus, c'est la réponse A, donc, qui a été générée par une IA. Voilà. Mais clairement, on est d'accord que visuellement, il n'y a aucun moyen là, de distinguer les deux. Ou est-ce qu'il y a des artefacts dans la A qui seraient vraiment visibles? Enfin, En fait, si on regarde vraiment de près, c'est souvent avec, en vrai, avec les poils, mais c'est vraiment D'accord. très compliqué. Là, Ok. sur les images que j'ai choisies, en général, je zoome pendant assez longtemps. On va peut-être voir c'est une image qui est assez mignonne, assez stéréotypée d'un petit chien. Ça, je pense qu'il y a un peu plus de caractère, peut-être un peu plus surprenante. Ouais. Mais en vrai, ça devient vraiment très très compliqué de faire la distinction. Mais ça se confirme un peu plus tard d'ailleurs sur une autre photo. En effet, il y a peut-être un effet comme ça, assez régulier. Ouais. En tout cas, Églantine, effectivement, tu parlais de statistiques. Ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on a donc il y a eu des sondages effectivement qui ont été faits. Il y a 74% des personnes interrogées qui estiment être capables de faire le tri entre les vraies et les fausses informations sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'on surestime, enfin en tout cas, on estime fortement qu'on peut faire la distinction. Et par contre, on a 66% des personnes interrogées qui, quand on va leur présenter des images, adhèrent à au moins l'une des fake news qu'on leur présente. Donc, c'est-à-dire, c'est en ça que je disais qu'on surestime. On va surestimer notre capacité à distinguer les vrais des fausses. 74% se disent « moi je sais faire, il n'y a pas de souci ». Et 66% finalement se trompent quand on leur présente une fake news. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est cette notion, c'est un peu le biais de surconfiance d'ailleurs. On va vous parler de biais cognitif un peu plus tard. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de ça. Et ça, c'est un peu la première étape, on va en reparler aussi, mais de l'esprit critique, ce sera de prendre conscience des risques. Et là-dessus, pour vous expliquer un peu le cheminement sur pourquoi est-ce que l'IA a un impact aussi grand et quel est cet impact sur nos sources d'information, c'est qu'en fait, avec l'IA, c'est devenu extrêmement simple de créer du contenu extrêmement rapidement. Moi, je ne sais ni coder, je ne suis pas une hackeuse. Par contre, je peux prendre votre voix et votre image et faire une vidéo de vous très, très facilement. Donc, je peux créer du contenu facilement et de manière peu chère. Donc, je peux créer énormément d'informations. On peut aussi automatiser beaucoup de chatbots qui peuvent venir chatter à notre place sur Facebook ou sur LinkedIn. Et on voit aussi qu'il y a une énorme amplification par les réseaux sociaux et notamment beaucoup de jeunes s'informent avec les réseaux sociaux. On a vu que 32% des jeunes de 18 à 24 ans prennent toutes leurs informations sur l'actualité de TikTok.
Donc, en vrai, les réseaux sociaux amplifient énormément les informations un peu scandales, les informations un peu choc, et notamment les vidéos fausses. Mais ce n'est pas le seul problème, c'est qu'on a aussi une pollution des sources d'informations par de faux contenus. Donc, je vais vous parler un peu de Google Search. Mais tout ça mène, par exemple, on voit qu'il y a une augmentation de 2900% du nombre de fraudes avec des deepfakes en France depuis 2022. Donc, c'est vraiment énorme. Et pour vous, si jamais vous avez un appel d'un membre proche où la voix est un peu semblable avec une urgence de faire un transfert d'argent ou un transfert d'informations sensibles, je vous suggère par exemple fortement d'avoir un mot de code ou de bien vérifier parce que c'est très très simple de falsifier cette information. Et on voit que ces deepfakes, c'est pas seulement en France, on voit une augmentation dans absolument tous les pays, que ce soit aux États-Unis avec 3000% d'augmentation, aux Philippines 4500, donc il y a vraiment une utilisation courante des deepfakes pour la fraude. Il y avait une question sur effectivement comment ne pas devenir parano face à l'actu. Bon, voilà, quelqu'un répond effectivement dans le chat en disant en développant son esprit critique. Forcément, on va essayer. Et Marc vous donnera des pistes ainsi qu'Églantine sur comment délier le vrai du faux. L'idée c'est pas de devenir parano, mais c'est vraiment de prendre conscience pour mettre des choses en place pour pouvoir vérifier la véracité des informations. Oui, et se dire que là, ça fait vraiment juste 2 ans que ChatGPT est sur le marché. On est vraiment dans une période où on voit énormément de chamboulements. On est en pleine transition, donc on ne sait pas encore très bien naviguer. Mais d'ici quelques années, on sera plus informé. On fait de la sensibilisation dans les écoles. Enfin, tout ça est pris en main. Et en fait, à chaque fois qu'on a vu des révolutions ou des nouveaux outils, les questions se sont posées. Typiquement, quand il y a eu l'arrivée d'Internet, il y avait ceux qui disaient ça va annihiler le monde, d'autres qui disaient c'est une grande révolution, d'autres qui disaient que ça servait à rien. On est typiquement dans exactement ce même moment de transition où, comme il y a beaucoup de changements, il y a des angoisses parfois légitimes et des choses très avantageuses qu'on peut voir avec l'IA. Et on vous parlera de ça aussi, des aspects très positifs de l'IA. Mais là, pour vous donner un exemple, c'est une recherche Google que j'ai faite où j'ai juste demandé des images de bébés pans. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a énormément d'images générées par l'IA générative qui, en fait, ne sont pas du tout des images de pans. En fait, ce sont des images qui sont générées, qui sont beaucoup plus mignonnes. On voit ce petit pan blanc là, en fait, qui altère un peu notre perception du pan. Et donc ça, c'est pour vous montrer la quantité d'images qui ont été générées par les IA génératives. Donc, on est à largement plus de la moitié dans une recherche Google qui sont des images générées par des IA génératives. Vous allez me dire, bon, sur des bébés pans, c'est pas vraiment un problème. Sauf que le problème, c'est qu'on le voit dans d'autres domaines. Typiquement, je ne sais pas s'il y a des cueilleurs de champignons parmi vous, mais vous savez que quand vous allez cueillir des champignons, il est très, très important de pouvoir vérifier si c'est un champignon qui est hallucinogène ou pas, ou qui peut vous empoisonner. Et on voit que il y a de plus en plus de fausses images de champignons. Et donc, c'est difficile de distinguer quels sont les vrais champignons des faux champignons. Et notamment, une recrudescence des e-books qui sont publiés avec des fausses photos de champignons parce que c'est devenu très, très simple et rapide de générer du texte, de créer des images de champignons. C'est assez esthétique à regarder. Donc, on voit que ce problème est assez récurrent. Et ça impacte aussi des événements comme les inondations de Valence. Oui, en effet, lors des événements d'Anna, enfin ce qu'on appelle les événements d'Anna en Espagne et les inondations, en fait, on a eu une recrudescence par exemple, de faux numéros d'urgence qui ont été mis en ligne. Pourquoi? Parce que dans des situations d'urgence, c'est assez facile pour les arnaqueurs de tromper la vigilance des potentielles victimes. On a eu une recrudescence de fausses rumeurs, comme dans tout événement d'ailleurs, c'était déjà le cas en France lors des événements il y a quelques années, et beaucoup de théories de complot partagées, et au point que même les images réelles étaient transformées en images, enfin en tout cas étaient dites des images générées par IA. C'est le cas de l'image de droite, par exemple, où cette image qui a fait quand même le tour du monde assez rapidement,
où en fait, pas mal de gens ont considéré que c'était sûrement une photo générée par IA, alors qu'en fait, pour le coup, celle-ci était vraie. À l'inverse, je vous ai trouvé quelques images qui elles, par contre, étaient générées par IA, et on voit, par exemple, en bas à gauche, l'image du bébé. Et là, on retrouve ce petit côté mignon, parce que si on zoomait sur l'image, on verrait que c'est la peau de l'enfant est un joli rose, un peu bronzé, avec un regard tout choupi. Le commentaire qui est fait, c'est un commentaire qui va de fait avec la fausse image. Un bébé a été sauvé vivant à Catarroja, dans les communautés valenciennes, victime d'ANA, après avoir été piégé pendant 4 jours. Bref, après, il explique qu'ils ont retrouvé ses parents plus tard, mais cette image qui était difficile pour quelqu'un qui est un spectateur normal, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est pas du tout comme ça que les pompiers espagnols sont accoutrés. Définitivement pas, ça n'a rien à voir avec en tout cas dans la région de Valence. Donc voilà, c'était pas si facile de vérifier que c'était une fausse information, et donc elle a beaucoup circulé. Il y en a une autre, celle de droite, où là, c'est un peu plus grave, puisqu'il s'agissait d'une vidéo où on sortait des véhicules d'un garage dans la région de Valence, et quelqu'un a eu la bonne idée de rajouter sur le coffre d'une voiture un crâne humain. Mais évidemment, c'était une image générée par IA. Il n'y a jamais eu de crâne humain sur cette voiture au moment où elle sortait, et puis d'autant que ce n'est pas compatible avec les événements, parce que il ne peut pas y avoir un crâne humain, enfin en tout cas, dont les os sont visibles en à peine 15 jours, c'est pas comme ça que ça marche. Et pourtant, cette vidéo-là a fait le tour du monde aussi, a été très visible, et avec toujours des théories de complot qui vont derrière. Bref, pas facile de faire le point. Je vois qu'il y a une question très intéressante de Nathalie sur est-ce qu'il est possible dans les éléments sources de l'image de repérer une création diagène versus une photo réelle. Alors, par exemple, sur le cas là, oui, sur le cas du crâne humain sur la voiture, en fait, il y a eu un travail qui a été fait, et je pourrais vous partager le travail de Maldita, qui est un site espagnol qui lutte contre les désinformations. Et on a quelques éléments visuels. Je vais vous montrer un peu, si vous voulez, ce qui a été fait pour montrer. Hop là. Je vous partage cet écran-là, juste quelques secondes. Voilà. Voilà, clairement, voilà, le travail qui a été fait, c'était un travail entre la vidéo générée et du Google Street View, qui a permis de voir les éléments qui étaient comparables et qu'on pouvait remettre dans l'histoire pour resituer les événements. En fait, voilà, en fait, il y a des gens qui savent prendre du temps pour découvrir le vrai du faux dans ce genre de situation. Super exemple, merci. Je trouve que c'est assez parlant, en effet, Marc. Ça prend toujours du temps, par contre, hein, clairement. Carrément. Ce qu'on voulait aborder aussi, c'était comment on pouvait pratiquer son esprit critique. Alors, on va vous faire une session de prompt pour vraiment utiliser l'IA au service de son esprit critique en fin de webinaire. Mais déjà, Marc, si tu peux un peu nous parler d'une manière, tu as introduit l'esprit critique tout à l'heure, mais tu as parlé de biais cognitifs. Comment aujourd'hui on peut être plus conscient déjà de tous nos propres biais? Alors, pour faire simple, j'ai ultra vulgarisateur, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, simplement on va aborder 2 grands sujets qui sont un peu de mon point de vue évidemment, qui font partie des bases de la compréhension de ce que c'est que l'esprit critique et comment l'utiliser, et en commençant par exemple par le visuel de droite qui fait appel à un neuromythe, on appelle ça, avec la latéralisation du cerveau. Vous vous rappelez, vous avez entendu parler de ce cerveau droit, cerveau gauche, qui permettrait de dire, quand vous êtes cerveau droit, vous êtes plutôt créatif, cerveau gauche plutôt intuitif, ou plutôt à l'envers réflexif. Bref, c'est un neuromythe qui est complètement infondé. Il n'a jamais réussi à prouver son existence. Mais par ailleurs, on a des travaux assez sérieux, comme c'est le cas de Kalman et Tversky, pour qui il a même été remis un prix Nobel pour la mise en évidence, une fois de plus, de ce qui semble être une hypothèse qui marche plutôt pas mal, concernant 2 systèmes de pensée qui seraient le système 1 et le système 2. Le système 1, en fait, il aurait vocation à être celui qui nous permet de réagir de façon très intuitive et plutôt efficace. La preuve, c'est qu'on est encore là.
Et c'est un système plutôt rapide, comme j'écris, intuitif, émotionnel et très économe en énergie. À l'inverse, le système 2, qui est un système qui va épauler le système 1 lorsqu'il est arrivé au bout de ce qu'il peut faire, qui va être un système qui va permettre de résoudre les problèmes, pour faire simple. Lui est beaucoup plus contrôlé et plus logique. Par contre, il est extrêmement énergivore. Et donc, en fait, on considère qu'il est en fonctionnement très, très peu de temps dans notre phase consciente. Et en fait, tout ça explique en fait l'existence de cette envie qu'on a de réagir très rapidement, systématiquement. Et en fait, ça introduit la notion d'heuristique. Alors, pour faire ça très simple, les heuristiques, ce sont des raccourcis mentaux. Voilà, c'est ce qui permet de gagner beaucoup de temps lorsqu'on réfléchit. Le père des heuristiques avait donné une définition plutôt intéressante. Si je me permettais, ce sera, en gros, c'est des méthodes pour arriver à des solutions satisfaisantes avec des quantités modestes de calcul. Donc voilà, le concept de raccourci mental. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si je vous parle d'un éléphant rose qui tient une raquette de tennis avec sa trompe, tout de suite l'image apparaît dans votre cerveau et on voit bien que c'est très efficace. Voilà, c'est très rapide, c'est très efficace. Votre cerveau il va tout de suite interpréter ce dont il s'agit. Donc voilà, les heuristiques, ça marche. Mais parmi ces heuristiques, il y en a certains qui sont beaucoup moins efficaces aujourd'hui, puisqu'elles sont l'objet de 300 000 ans, enfin, elles sont présentes depuis 300 000 ans dans notre cerveau, mais c'est l'objet d'une longue évolution. Et du coup, ces réflexes mentaux ne sont pas toujours adaptés au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et certaines de ces heuristiques, on appelle ça des biais cognitifs parce qu'ils ont plutôt tendance à générer des erreurs qu'autre chose. Et j'ai mis une définition de biais cognitif, hein, c'est un mécanisme systématique de la pensée qui provoque des erreurs de perception ou de décision et sans qu'on s'en aperçoive. Et je vais m'attarder quelques secondes sur un biais particulier qui est probablement le biais les plus dangereux, comme dirait un comique québécois qui a fait une petite vidéo sur le sujet, je mettrai en lien si ça intéresse quelqu'un. L'un des biais les plus dangereux parce qu'il est probablement responsable de la progression, du développement des désinformations et de tout ce qui est polarisation des avis sur les réseaux sociaux. C'est le biais de confirmation. Sa définition, elle est simple, c'est un mécanisme cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et à accorder moins de poids aux hypothèses d'informations jouant en défaveur de ses conceptions. En fait, c'est un truc qui nous empêche de changer d'avis et qui va nous pousser à ne voir que ce qui nous intéresse et que ce qui va dans le sens de ce qu'on croit savoir ou de ce qu'on sait. C'est extrêmement problématique parce qu'en fait, c'est vraiment un système qui marche comme des lunettes qui flouteraient toutes les informations qu'on n'a pas envie de voir. En tout cas, qui risqueraient de générer la dissonance cognitive. Et c'est bien ça, hein, tout l'enjeu. Hein, notre cerveau, ces biais de confirmation, ils ont pour objectif de réduire, d'éviter la dissonance cognitive. Ouais. Réduire la friction, on va essayer de s'auto-valider presque un petit peu. C'est ça, exactement. On va avoir tendance à vouloir toujours plus facilement, parce que et on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est fait partie du concept d'heuristique, le système 1 nous pousse à aller toujours vers les choses les plus économes en termes de dépenses d'énergie cognitive. Et est-ce que ce biais de confirmation, il arrive parce qu'on n'arrive pas à voir les faits qui sont présentés par l'autre, ou c'est parce qu'on voit les faits, mais on se dit ils sont faux? Alors en fait, il y a plusieurs phénomènes, et je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'il y a vraiment la partie consciente qui ne peut qu'utiliser ce que lui envoie la partie inconsciente. Et la partie inconsciente, c'est elle qui va faire le tri entre qu'est-ce qui va générer la dissonance cognitive. Et en fait, j'aurais du mal à dire aujourd'hui si la perception est vraie, et c'est l'interprétation qu'en fait notre cerveau qui la transforme comme étant inadéquate. J'entends par là, quelque chose vous donne tort, vous voyez que ça vous donne tort, mais votre cerveau va rationaliser les éléments soit pour le refuser en trouvant de bonnes raisons de le refuser, soit pour carrément le masquer, comme le font assez régulièrement des gens à qui on donne des preuves d'une erreur et qui refusent ces preuves en disant que de toute façon, voilà, c'est un peu les dérives un peu complotistes, hein, ce qu'on trouve dans les dérives un peu complotistes, où même avec des preuves des erreurs, on n'accepte pas les preuves. Donc c'est un peu compliqué comme phénomène, mais toujours est-il qu'il est là. Et alors du coup, comment on peut s'en prémunir? Alors je vous propose un petit exercice, voilà, qui permet de tenter de se prémunir contre ce biais cognitif. Et là, du coup, on va utiliser
à fond l'IA parce que ça permet d'ouvrir beaucoup plus les potentielles solutions. Le débat inversé, qui est essayer de défendre une position opposée à son opinion personnelle sur un sujet alors controversé ou pas. Hein. Par contre, on va utiliser l'IA pour chercher les arguments. Et l'idée, c'est qu'on va trouver des éventuelles raisons de penser à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de penser. Et avec des bonnes preuves, normalement, on est censé être capable de changer d'avis. Et en tout cas, c'est ce qui ça permet de développer, on appelle ça développer l'empathie cognitive. Super. S'il y en a qui veulent aller plus loin sur tout ce qui est tout autour du sujet des biais cognitifs, sachez qu'on avait réalisé un webinaire il y a 1 an, à peu près aux alentours de novembre, qui est disponible sur notre chaîne YouTube MyConnecting. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez MyConnecting, et biais cognitifs, et vous retrouverez tout le webinaire. Donc on avait passé 1 heure effectivement avec une personne spécialiste sur les biais cognitifs, et on avait été beaucoup plus loin sur le nombre de biais, les différenciations, la pluralité des biais, parce que là on n'aura pas le temps de vous en présenter beaucoup plus. En tout cas, c'est une petite recommandation. Et tu voulais aussi donc nous parler, parce que là on est exactement. Sur comment s'en prémunir finalement. Alors voilà, en fait il y a plusieurs techniques, mais c'est évidemment c'est un peu facile à écrire comme ça. En gros, pratiquer l'observation par exemple, par exemple ça peut se faire par noter ses premières impressions face à une nouvelle information, essayer d'identifier les sujets pour lesquels on a des opinions déjà bien tranchées. Et puis être attentif au moment où on rejette un peu trop rapidement une idée qui semble aller à l'encontre de nos croyances. C'est pas facile, mais et comme je disais tout à l'heure, c'est toujours une question de temps en fait, cette démarche critique. Diversifier les sources d'information. Alors oui, c'est assez important dans la mesure où se mettre au contact des avis contraires, c'est au moins prendre conscience qu'elles existent. Et ça permet aussi éventuellement de sortir de cette bulle de filtre qui est générée par les algorithmes des réseaux sociaux ou des outils de communication assez classiques. Remettre en question. Oui, vas-y, dis-moi. Sur la diversification des sources, bien s'assurer que les réseaux sociaux ne sont pas nos sources d'informations. Ouais. Et donc, ça peut nous faire rire, mais finalement, on prend beaucoup d'informations de TikTok, de LinkedIn, d'Instagram, et c'est des algorithmes derrière qui décident ce qu'on va voir et qui nous poussent certaines informations. Clairement. Et du coup, diversifier, ça permet aussi d'essayer, comme je disais, de sortir de cette bulle de filtre. Et ça permet un peu de mettre le nez à la fenêtre et de voir autre chose. Donc, remettre en question ces certitudes, c'est clairement une démarche qui est complètement contre-intuitive, qui est se poser la question de « et si j'avais tort ?» Si tout ce à quoi je crois depuis un certain temps, je me suis fait un avis assez précis sur un sujet, et en fait, et si je m'étais trompé? Alors, c'est clairement contre-intuitif, mais c'est une démarche qui participe de l'esprit critique. Et éventuellement chercher des preuves qui contredisent ce qu'on croit savoir, et puis être ouvert en fait, au fait de devoir changer d'avis. Comme disait Bertrand Russell, donnez-moi de bonnes raisons de penser ce que vous pensez. 4e point, c'est apprendre à utiliser et à comprendre la méthode scientifique. En gros, ça veut dire se dire, tiens, j'ai mis une hypothèse, essayer de la réduire à néant. Et si on n'arrive pas à réduire à néant cette hypothèse, c'est ce qui semble être le plus vrai possible. Et donc, c'est tirer des conclusions basées sur l'ensemble des données et pas seulement celles qui nous arrangent. En fait, quand on cherche une information sous prétexte qu'elle ne nous plaît pas, c'est pas la peine d'essayer de la mettre sous le tapis. Il va falloir la prendre en compte aussi, même si elle ne nous plaît pas. Et puis, un dernier point, pratiquer l'empathie cognitive, j'en parlais tout à l'heure, en fait, c'est essayer de comprendre sincèrement le point de vue des autres. Essayer de se mettre à la place de son interlocuteur, par exemple. Comprendre que les gens peuvent penser différemment et surtout imaginer quels seraient les arguments qui pourraient soutenir l'inverse de notre avis. Est-ce qu'il y aurait des arguments qui arriveraient à nous convaincre? Et si on n'en trouve pas, c'est peut-être qu'on a un problème. Parce que théoriquement, il devrait y avoir des arguments qui nous permettent de changer d'avis. C'est un travail pas très simple, mais qu'on peut faire sur lequel on peut travailler en formation. L'empathie cognitive, ça nous fait penser au débat, en fait. Quand on est en débat, là, on parlait d'esprit critique de manière générale, mais c'est vrai que quand on est en débat avec quelqu'un, on va
tout de suite être un peu à vouloir donner nos arguments sans forcément écouter ceux d'en face. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'être… Attention, quand tu parles de débat, parle de débat en tête-à-tête et pas en débat en public, parce que là, la différence est tellement énorme que Bien sûr. c'est pas comparable. Super. Je vais redonner la main à Églantine. Tu avais des éléments à nous partager justement sur ChatGPT qui va induire des choses aussi vis-à-vis de l'esprit critique. Oui. Alors, je sais que quand on parlait de l'IA et on parle de deepfake, on parle d'invasion de nos sources d'information, de notre incapacité à faire la distinction entre le vrai et le faux. En fait, quand on entend ça, on se dit mais c'est terrible. En fait, pourquoi est-ce qu'on a créé ChatGPT? Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser des IA? Et en fait, il y a beaucoup de bonnes raisons. Et en fait, il faut se rappeler que c'est un outil. Et que en fonction de comment on l'utilise, on va avoir des résultats qui sont très différents et qui vont faire des choses plutôt incroyables. Typiquement, et ça c'est important de savoir quand vous l'utilisez au quotidien, c'est-à-dire que quand on fait des requêtes simples sur des informations, typiquement, qui a gagné les JO de 1924 au lancer de poids à Paris, eh bien, sur ce genre de requêtes d'informations, à 60%, les réponses de ChatGPT sont fausses. Et ça, c'est une étude qui a été faite par OpenAI, le créateur de ChatGPT. Et donc, elles sont fausses, notamment quand ce n'est pas connecté à Internet. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête et on se dit, mais donc avec des prompts simples, on a 60% de réponses fausses. Mais quand on fait, par exemple, des diagnostics médicaux où on donne beaucoup d'informations, où on fait des prompts qui sont plus complexes, on a des meilleurs diagnostics que des médecins feraient. Donc, on a un meilleur taux de diagnostic avec ChatGPT parce qu'on lui a donné suffisamment d'informations et on a bien formulé les prompts. Donc, en fonction de si on fait une requête simple ou une requête complexe, on va avoir des résultats drastiquement différents. C'est la même chose pour les étudiants. Les étudiants aussi, ils l'utilisent par exemple pour faire leurs devoirs et qui disent à ChatGPT « Fais-moi une rédaction sur la France en 1918 ». En fait, et que ChatGPT écrit la rédaction, on voit que ces étudiants, en général, performent moins bien à l'école, ont de moins bonnes notes et s'en sortent globalement moins bien. Par contre, si on l'utilise en disant « Voici ma question de base, la France 1918, quelles sont toutes les questions que moi je dois me poser ?» En fait, on voit que les étudiants, s'ils l'utilisent pour augmenter leur esprit critique en leur posant plein de questions, en fait, comprennent et ont de bien meilleurs résultats, notamment pour les étudiants qui ne sont pas accompagnés de parents qui sont très forts à l'école ou qui peuvent les aider avec plusieurs différentes actions. On voit la même chose avec l'empathie. En fait, c'est un outil qui est très puissant. On voit aussi, par exemple, des conspirationnistes, quand on les fait débattre pendant 3/4 d'heure avec des êtres humains, ne changent pas d'avis. Par contre, 20% des conspirationnistes qu'on a fait débattre avec ChatGPT ont revu leur perspective et en fait ont lâché leur théorie du complot parce que ChatGPT était très fort pour donner beaucoup d'arguments, pour démonter les fils de pensée avec beaucoup d'informations. Donc on voit que c'est un outil qui peut être… ChatGPT convainc mieux que les humains, c'est ça ce qu'il faut retenir. Eh ben oui. Et d'ailleurs, on voit que quand on fait des tests à l'aveugle sur des articles scientifiques écrits par 100% des humains ou des articles scientifiques écrits à l'aide de l'IA générative, très souvent les articles écrits à l'aide de l'IA générative sont perçus comme meilleurs, plus fins. Donc en fait, il y a quelque chose où ils ont l'algorithme a compris ce qui faisait ce qui convainquait les êtres humains. Donc, en fait, la manière dont on va l'utiliser va énormément influer sur les résultats. Donc, moi, je voulais passer un petit bout de temps pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ChatGPT pour nous aider à développer notre sens critique. Donc, je vais partager mon écran. Je me suis amusée à vous créer un petit éléphant rose, mais ce n'est pas là l'objet de notre… je vais créer une nouvelle conversation et on va commencer par, en fait,
faire en sorte que ChatGPT nous pose toujours des questions à la fin des requêtes. Comme ça, nous, ça nous permet d'ouvrir nos perspectives. Donc, je vais sur la partie ici, personnaliser mon ChatGPT et ici, je vais lui demander, je lui demande des points, mais surtout, je vais lui demander de toujours me poser 3 questions à la fin d'une requête. Donc, par exemple, quand je lui pose la question, si je fais je vais lui dire, par exemple, fais un webinaire, fais le contenu d'un webinaire sur l'IA et l'éthique. Donc là, ça, c'est typiquement ce qu'on va dire aux étudiants de ne pas faire. C'est-à-dire, ils créent tout le contenu. Nous, ça ne nous pose aucune question. On n'est pas en train d'essayer de se saisir de l'information. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on va proposer de ne pas faire. Et néanmoins, après avoir changé les paramètres ici, on va voir qu'à chaque fois que j'ai une requête, l'IA va me poser 3 questions. Les questions, c'est quel public cible? Préfères-tu un ton technique ou accessible à tous? As-tu déjà des études, des cas spécifiques? Donc là, on voit que à la fin, suite à avoir changé et personnalisé mon IA, il me pose 3 questions. Donc ça me permet déjà d'élargir et de réfléchir à comment utiliser ce contenu. Donc, au lieu de faire ceci, donc de faire le contenu d'un webinaire sur l'IA et l'éthique, en fait, ce qu'on peut faire, c'est de dire à ChatGPT me poser beaucoup de questions sur l'IA. Donc, je souhaite faire un webinaire sur l'esprit critique. Pose-moi des questions pour m'aider à créer ce webinaire de manière structurée et adaptée à mon audience. Donc là, au lieu de faire le webinaire avec ChatGPT, je vois qu'il me pose plein de questions. Donc, c'est quoi mes objectifs et mon message principal? Quelle est l'audience? Quel est le contenu? L'interactivité structurée et durée? Donc, en fait, moi, ça va me permettre de réfléchir sur mon projet. Et c'est souvent ça qui nous manque, notamment quand on a le syndrome de la page blanche ou qu'on est en train de faire du brainstorming. Et ça a été montré qu'en faisant, en utilisant ChatGPT pour nous poser des questions, en fait, on avait beaucoup plus d'idées de brainstorming que si on l'avait fait tout seul. Et on retrouve bien évidemment nos 3 questions ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux à la fois améliorer ton prompt, enfin, à la fois ça t'aide à réfléchir à ton projet, et à la fois tu peux améliorer ton prompt en lui donnant plus d'infos, plus d'éléments pour qu'il l'améliore en fait. Exactement. Donc là, je pourrais tout à fait modifier ce prompt pour dire « Pose-moi une question, je te réponds et en fonction de ma réponse, tu vas me poser d'autres questions pour m'aider à creuser et à la fin de faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit. » Un autre exemple, quand on parlait des nouvelles, c'est de se dire que en fait, on peut l'utiliser pour en effet, analyser beaucoup de choses. Donc, je vais vous montrer un premier prompt. Où en fait, le prompt, c'est, on va lui demander d'analyser un article ci-dessous et de déterminer ce qui est un fait, une opinion et une hypothèse. Pour l'aider dans cette analyse de ce qui est un fait, une opinion et une hypothèse, je vais lui donner des exemples de ce que c'est qu'un fait. Donc, un fait, c'est ici, les faits sont des choses qui sont objectivement vraies à l'heure actuelle. Ce ne sont pas des questions d'opinion ouvertes au débat, ni des choses que nous croyons être vraies dans le futur. Les hypothèses sont des choses qui peuvent être vraies, mais qui ne peuvent pas être prouvées comme telles pour le moment. Et les opinions sont nos croyances objectives sur ce qui est vrai ou pas. Donc là, je lui ai donné 3 exemples. Le fait, c'est votre entreprise a gagné 3,6 milliards de dollars le dernier trimestre. C'est un fait, sauf si quelqu'un de votre service de comptabilité a trafiqué les chiffres. Deuxièmement, l'hypothèse, c'est votre directeur financier prévoit que vous gagnerez 3,6 milliards de dollars. Et opinion, vous pensez que votre entreprise se porte très bien. Donc voilà, on fait la distinction. Et là, je vais en dessous coller l'article pour pouvoir faire une analyse. Donc là, j'ai pris un article de Libération et je lui ai demandé de faire la distinction entre ce qui était un fait et une opinion.
Donc là, il me distingue tous les faits de l'article, il me distingue aussi toutes les hypothèses et toutes les opinions avec nos questions. Et donc, là, je peux tout à fait suivre en disant, pour continuer dans cet esprit critique, on va faire appel à 3 experts. Donc, on lui dit, 3 experts discutent de cet article pour donner de la perspective. Donc, je vais demander à ChatGPT d'imaginer 3 experts très différents avec des approches divergentes qui apportent de nouvelles perspectives. Et chaque expert qui doit s'opposer à cet article va en fait donner des faits pour soutenir sa perspective. Donc ça, c'est vraiment dans l'empathie cognitive, on va essayer de se placer à d'autres niveaux pour avoir des perspectives très très différentes. Donc là, par exemple, on voit que dans les faits, j'ai pris un article de Libération sur l'impact environnemental de l'IA. Donc, il nous a sorti ici tous les faits et les hypothèses. La réduction des émissions pourrait s'avérer difficile. Et là, on a des opinions. Les géants de la tech sont mal partis pour respecter leurs objectifs. Si vous faites ça sur vos articles, vous allez pouvoir aussi distinguer plus clairement ce qui est un fait d'une hypothèse, d'une opinion. Et pour pouvoir continuer, en fait, là, quand je demande à 3 experts différents d'analyser l'article, on va voir Lucie, qui est experte en environnement et développement durable et qui nous donne plusieurs faits. Donc, les centres de données consomment environ 1% de l'électricité mondiale, un chiffre en augmentation. L'efficacité énergétique des data centers a progressé ces dernières années. Donc, en fait, là, on a un consultant en transformation digitale qui nous donne d'autres faits et une militante pour la justice climatique. Donc, on voit des perspectives qui sont très très différentes avec des faits. Et on peut très bien, par exemple, prendre un des faits qui sont là. Google a enregistré une augmentation de 48% des émissions en seulement 5 ans. Je peux très bien sélectionner ceci et dire quelles sont les sources de cette information et quel est ton degré de confiance sur ce fait. Donc ça, on peut demander à ChatGPT son degré de confiance sur un fait. Donc là, on a toutes les sources d'informations et c'est important de vérifier les sources. Donc on voit Le Monde, Good Planet Mag, de bien vérifier les sources pour s'assurer que quand ChatGPT nous donne des faits, qu'ils sont vraiment vrais. Donc on se rappelle les taux d'erreur qui sont assez élevés. Oui. Non, super intéressant. Parce qu'en fait, bon, en plus là, tu as choisi, tu l'as laissé libre sur les experts, mais tu aurais pu effectivement lui dire quels experts ou quelle typologie d'experts utiliser. Alors d'ailleurs, il y a une question sur est-ce que c'est des experts fictifs ou réels. Bon, ça, je sais même pas si finalement ChatGPT a été chercher un expert réel. Vous pourrez aller regarder. C'est tout à fait des experts fictifs pour le coup. C'est des experts fictifs et vous allez voir, en fait, vous pouvez utiliser cette technique pour améliorer absolument tous vos prompts. Typiquement, quand vous écrivez votre post LinkedIn et qu'il vous a sorti quelque chose qui est parfaitement nul, vous lui dites faites-le évaluer par 3 experts pour l'améliorer et réintègre les améliorations pour modifier mon prompt LinkedIn et vous allez voir que vous aurez un expert social selling, un expert communication, un expert donc il va inventer des experts, mais vous pouvez aussi lui dire je veux un expert féministe, anthropologue. Enfin, vous pouvez vraiment donner le sens que vous voulez lui donner. Super. Et ce qui est intéressant sur le degré de confiance par rapport à un fait, c'est que a priori ChatGPT, en fait, il y a une vraie corrélation entre quand ChatGPT dit quelque chose, il surestime toujours un peu sa confiance dans un fait, mais il est capable d'estimer et de dire que quelque chose, il est assez peu sûr de ce qu'il vient de dire. Donc c'est toujours intéressant de poser la question de quel est ton degré de confiance par rapport à ce fait. Donc, on peut le faire ici.
Et donc, de pouvoir lui demander quel est son taux de confiance et en fait, vraiment littéralement lui demander en fait, c'est quoi les sources, les facteurs augmentant le doute. Donc, il estime son taux de confiance à 80%. Et ça, c'est intéressant, surtout si vous l'utilisez beaucoup pour faire des recherches, pour chercher des informations ou pour vous confronter à d'autres faits, de quand même vérifier les sources et pourquoi ça pourrait être biaisé. Donc, j'ai aussi beaucoup d'autres exemples. Si vous voulez, par exemple, brainstormer là-dessus, vous pouvez cet article en utilisant la méthode des chapeaux de Bono. Ça, c'est s'il y a des connaisseurs de la méthode des chapeaux de Bono qui fait passer tous les arguments justement dans 6 chapeaux différents. Donc un chapeau qui est sur les faits et les données, un chapeau d'émotion, un chapeau d'opinion, de mémoire. En tout cas, voilà, on en a certains. En tout cas, ce que tu dis vraiment, ce que je retiens, c'est que tu dis de vraiment challenger. Alors, ça va être évident s'il y a des spécialistes de l'IA qui nous écoutent, mais de vraiment challenger l'IA aussi, finalement, faire travailler l'esprit critique de l'IA également. Oui, tout à fait. Et on peut lui poser 1 milliard de questions. Donc là, par exemple, les questions pour approfondir, mais je pourrais très bien lui dire quels sont les angles morts de cet article. Et là, il a décidé de ne plus fonctionner. Donc, on peut vraiment, il y a énormément de techniques de prompt pour avoir plus d'informations. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est quand on prompt avec ChatGPT, c'est malgré la confiance et ce qui est dit par ChatGPT, c'est important de vérifier les sources, de lui demander et d'aller sur les sites internet qu'il cite, toujours le challenger. Et vous pouvez le challenger lui-même en l'utilisant, de se rappeler que ChatGPT a une perspective et est biaisé parce que ça a été entraîné sur toutes les données d'Internet, et donc ça porte toute une vision avec, et peuvent amplifier le sexisme, le racisme. Vous allez le voir, c'est très simple avec les images aussi. Donc on tape un CEO, on lui dit de créer une image d'un CEO, ça va toujours être un homme costard cravate et qui est blanc. Donc, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux l'utiliser pour me poser des questions, pour questionner des choses, pour checker mes sources d'informations, pour avoir des perspectives différentes. Et c'est très simple à faire avec le prompt. Super, merci Églantine. Je vois que l'heure tourne. Je vous propose, je vais vous présenter 2-3 formations qu'on propose avec MyConnecting. On gardera un temps de questions-réponses juste à la fin. Je vois qu'il y a quelques questions, on va y répondre juste après. Donc, on va se permettre de déborder de 5 minutes. Ce que nous, on voulait vous proposer, là, vous avez vraiment eu une démonstration en live d'Églantine de ce qu'on propose dans des formations sur lesquelles on va forcément beaucoup plus loin, mais ça a été très court. Mais nous, on va proposer des modules en fait de demi-journée, soit sur de l'acculturation, si vous démarrez à zéro sur les sujets de l'IA, soit carrément d'aller plus loin dans l'utilisation. Est-ce que je l'utilise pour ma productivité et pour vous faire gagner du temps au quotidien, ou pour ma créativité? Là, on a vu pas mal justement d'idées de créativité comme les chapeaux de Bono. Et là-dessus, on va vraiment aller on est vraiment dans une démarche de sur-mesure, de création de cas pratiques et de cas d'usage très spécifiques à votre métier et à votre activité. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment la manière dont on souhaite nous se démarquer sur le marché, c'est d'aller dans ce niveau de personnalisation très profond, très approfondi. On a aussi des offres plus générales, on va dire, en intra et en intra, sur des thématiques cibles, on va dire, comme on en a parlé, l'IA et l'esprit critique, forcément. On a aussi des thématiques sur l'IA et le marketing, l'IA et la vente. Donc ça, on va dire qu'on a déjà fait un premier travail de généraliser des bonnes pratiques, des manières de fonctionner, des prompts pour, par exemple, des commerciaux qui veulent vendre. Donc là, on va dire qu'on a déjà fait un pré-travail de personnalisation pour vous. Et on va aller encore une fois personnaliser après sur concrètement quel type de commerciaux vous avez, quelle est votre organisation commerciale, quelles sont les ventes que vous allez réaliser, etc. On fait aussi des formations sur l'IA et le management, l'IA et la finance, l'IA et la formation de formateurs. Voilà, donc ça c'est une liste qui est non exhaustive.
mais qui peut vous aider si vous êtes un peu perdu, en tout cas, sur comment avancer sur des premières formations. Déjà, vous allez avoir très bientôt le lien qui va se réafficher sur lequel vous pouvez réserver un créneau pour échanger avec nous. Mais sachez que voilà, on vous guide à la fois avec un catalogue et sinon avec une personnalisation à partir de zéro sur lequel on vous accompagne, bien entendu. Il est midi, je vais vous laisser nous poser vos questions. On va revenir sur les quelques questions qui ont été squeezées sur la fin. Et puis, on vous laisse nous poser toutes les questions, que ce soit à Marc ou à Églantine. Alors, il y avait une question de Cécile qui disait comment vérifier si les informations sont réelles, si les informations sur le net sont réelles ou ont déjà été générées par l'IA. Il y a beaucoup de discussions autour des détecteurs de contenu généré par l'IA. Pour l'instant, ils ne sont pas fiables. J'ai vu qu'il y avait une question sur les éléments sources et pour l'instant, en fait, les créateurs d'IA générative pourraient conceptualiser des moyens d'avoir des watermarks à la fois sur les images et à la fois sur le texte pour qu'on puisse reconnaître que c'est généré par une IA. Mais comme c'est contre leur profil en théorie, si en fait c'est visible automatiquement, beaucoup de gens cesseraient de l'utiliser, donc ils ne l'ont pas rendu public. Mais avec l'acte de l'Union européenne, il va y avoir le besoin de mentionner que ça a été généré par une IA. Donc la question se pose de comment ça va se faire, qui va être tenu responsable de le faire. Mais pour l'instant, les détecteurs ne sont pas encore au niveau. Après, sur les images, on va pouvoir déceler des petits des artefacts, des choses qui sont pas très cohérentes dans certains aspects de l'image, mais ça devient en effet de plus en plus difficile. Et alors, on a une seconde question sur Marie qui nous demande qu'elle avait en tête que le custom de prompt GPT n'était pas encore accessible en Europe. Ce n'est plus le cas. C'est accessible en Europe, là, de customiser les prompts. Non, ça, c'est une des premières bonnes pratiques, hein, d'ailleurs, d'aller customiser ses indicateurs, enfin, je sais pas comment on appelle ça, ses instructions, on va dire, personnalisées. Alors, on va vous laisser quelques instants encore si vous avez des dernières questions. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à 60% de taux d'erreur. Honnêtement, c'est très très élevé. Là, vraiment, je vous enverrai le lien à toutes ces études. C'est une étude qui a été faite par OpenAI et c'est lorsque ChatGPT n'a pas accès à Internet et qu'on lui fait des prompts très simples et très spécifiques sur des questions informatives. Donc, ça va être qui a écrit telle musique. Donc, le taux d'erreur est assez élevé parce que c'est vraiment prédictif. Maintenant, une fois que ça a été connecté à Internet et que ça surfe Internet, le taux diminue énormément. Mais c'est quand même bon de l'avoir en tête, ce taux, parce qu'on ne demande pas toujours les sources, on ne demande pas toujours à ChatGPT de chercher Internet pour avoir ce taux de réponse. Donc, c'est important de le faire. Merci. J'en profite pour vous présenter aussi les différentes entreprises qu'on a pu accompagner déjà sur les sujets d'IA. Bien sûr L'Oréal, on a aussi accompagné les équipes de My Little Paris, de Brut, de Buzzman, voilà, donc pas mal d'agences marketing comme vous pouvez le voir, les équipes de La Poste, voilà, donc vous avez en tout cas une liste non exhaustive qui peut vous donner une idée. Normalement vous en connaissez certains. Est-ce que tu permets, en guise de conclusion, Simon et Églantine, nous permettez juste une petite remarque. En fait, définitivement, on a là, l'IA est un outil, comme tu précisais dans une slide, qui peut s'avérer dangereuse, et en particulier sur la partie, comment on appelle ça, le curseur de vraisemblance des informations qu'on consulte, et que du coup, de fait, développer son esprit critique est devenu vraiment un enjeu sérieux, mais il ne faut pas oublier que l'IA est aussi un outil extrêmement pratique pour justement participer à la découverte, sans parler de réalité, mais en tout cas de travailler. En fait, ça peut être un outil, un support au développement de l'esprit critique extrêmement efficace, définitivement. Et moi, je l'ai
de fait un peu découvert au contact et aux échanges avec Églantine. J'avais pas pris conscience que c'était à tel point. Donc, il y a un avant, un après. Aujourd'hui, je vais devoir intégrer les outils d'IA dans les formations autour de la pensée critique, définitivement. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Super, merci Marc pour ce témoignage final. Voilà, en tout cas, vous allez avoir notre lien de contact qui va réapparaître si vous avez des questions. Et en tout cas, un grand merci Marc et un grand merci Églantine pour la préparation de ce webinaire et puis pour son animation. Et on vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, un bon appétit. Merci, au revoir. Au plaisir.